50% de couples se séparent. Combien parmi ceux qui restent ensemble sont malheureux? Tout comme vous ne seriez pas autorisé à conduire une voiture sans avoir d'abord reçu des instructions et passé un test de conduite, s'attendre à ce que vous puissiez bien gérer les relations dès le départ est naïf. Comme il serait impossible de savoir comment conduire une voiture tout seul, aucun d'entre nous ne naît sachant comment fonctionnent les relations sécurisées. Pouvez-vous imaginer essayer de comprendre ce que fait l'embrayage, le frein, l'accélérateur, le levier de vitesse et comment combiner ces 4 éléments pour faire avancer la voiture? Au moment où vous l'auriez compris, vous vous seriez déjà tué ou vous aurez déjà tué quelqu'un sur la route. C'est dangereux. Et de la même manière, les relations sont aussi dangereuses si vous ne savez pas ce que vous faites. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir énormément de choses pour être suffisamment compétent pour conduire votre relation. Tout comme nous grandissons par différentes étapes, un tout petit va devenir un adolescent, puis un jeune adulte, et j'espère qu'il ou elle finira par être un homme ou une femme sage un jour. Votre relation va également se développer en plusieurs étapes, et elle passera par 3 étapes fondamentales, et la plupart des couples n'atteignent pas la 3e étape. J'espère donc que cette compréhension vous aidera à l'atteindre. La première étape est celle que nous connaissons et aimons tous, c'est ce qu'on appelle la phase de romance. C'est un moment où votre cerveau produit un cocktail de substances chimiques. Vous êtes littéralement en train de planer grâce à l'ocytocine, la sérotonine ou à la dopamine. Vous êtes follement amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Et son intention est de vous faire tous les deux vous lier et de donner naissance à la relation. Maintenant, c'est vous et votre partenaire. Et vous avez donné naissance à cette 3e entité appelée la relation. C'est le but de la phase de romance. Et beaucoup de gens croient à tort que c'est ça l'amour. Mais ce n'est pas l'amour. C'est simplement un engouement purement induit par la drogue. C'est tout ce que c'est. Et pour ceux d'entre vous qui éprouvent des difficultés dans votre relation en ce moment et qui espèrent revenir à la phase de romance, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de retour possible une fois que vous avez quitté cette phase. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'autre bout de la 3e étape, vous pouvez atteindre un amour bien plus profond et mature, bien plus gratifiant et épanouissant que ce que la phase de romance ne pourrait jamais offrir. La phase de romance est géniale, elle sert un objectif qui est de vous faire vous lier et créer la relation ensemble, et elle dure entre 2 mois et 2 ans selon les recherches. Puis, quelque part vers les 2 ans, lorsque l'un de vous perçoit une certaine permanence, vous entrez dans la phase de lutte de pouvoir. D'accord? Certains d'entre vous hochent la tête. Oh, je connais ça. Et c'est le stade où la plupart des relations se rompent ou se terminent par un divorce. La permanence peut être représentée par le fait de décider de vivre ensemble, de se fiancer, de se marier, d'avoir un bébé, ou tout ce qui représente un engouement à long terme. Soudainement, votre cerveau se dit « Arrête de produire ces substances chimiques, plus de produits chimiques, d'amour pour ces deux-là. Ils doivent maintenant apprendre à se séparer. » Donc, dans la phase de romance, nous avons appris à se lier de manière presque codépendante, d'une manière qui n'est pas vraiment sainement dépendante parce que nous avons tellement désespérément besoin l'un de l'autre que nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. Donc, dans la phase de lutte de pouvoir, le but est d'avoir un certain degré de séparation, de manière à ne pas trop perdre la relation, juste un peu, de manière à pouvoir retrouver notre autonomie, notre indépendance ensemble. Alors, nous arrivons à avoir notre unité et notre séparation, notre indépendance et notre dépendance. Cette étape est vraiment très difficile, elle est caractérisée par beaucoup de conflits. Vous allez vous disputer, ou si vous ne vous disputez pas, vous finirez probablement par vous séparer. Les couples ont tendance à adopter 2 comportements différents. Soit ils sont explosifs et se disputent violemment, ont des disputes éclatantes, soit ils se ferment et se vantent du fait qu'ils ne se disputent pas du tout. Cependant, l'un des facteurs prédictifs du divorce est le perpétuel évitement des conflits. Donc si vous ne vous disputez pas, et je ne veux pas dire se disputer en criant, en hurlant l'un sur l'autre, je veux dire si vous n'engagez pas de conflits et ne les résolvez pas, vous ne resterez pas ensemble. La phase de lutte de pouvoir est également conçue pour vous apprendre à résoudre vos conflits, et si vous n'apprenez pas de cette leçon, vous finirez par vous séparer. Ou, si vous ne vous séparez pas, vous finirez par vivre dans la misère et la souffrance ensemble. Des personnes restent dans cette phase pendant 30 à 40 ans et ne semblent tout simplement pas pouvoir se quitter. Ils viennent consulter en dernier recours après avoir souffert pendant 30 à 40 ans. Si vous entrez dans cette période de votre relation où les conflits commencent à apparaître, c'est une étape normale de développement. C'est comme passer de la petite enfance à l'adolescence. C'est le prochain grand bond de développement. Et vous devez passer par là. Il n'y a pas de contournement possible. Si vous avez la chance de passer à la phase suivante, vous arriverez à la phase de l'amour mature. Et la phase de l'amour mature est beaucoup plus facile. Elle est caractérisée par la capacité à résoudre les conflits. Voilà le grand défi qui vous mènera à la phase de l'amour
mature. Et je ne veux pas dire éviter les conflits, je veux dire les résoudre complètement de manière à ce qu'ils ne soient plus un problème et qu'ils vous lient tous les deux ensemble, vous laissant avec le sentiment d'être des coéquipiers du même côté. Elle vous permet à la fois d'être dépendants l'un de l'autre et indépendants de manière souple. Vous avez à la fois des vies individuelles et une vie commune. Et les choses deviennent beaucoup plus faciles. C'est souvent caractérisé par le travail en commun sur un projet, comme la création d'une entreprise, faire le tour du monde, créer une famille ensemble, ou souvent les couples vont commencer un projet communautaire ou caritatif sur lequel ils travailleront ensemble en tant qu'équipe. Un projet inspiré par leur relation qui donne naissance à cette idée qu'ils développeront ensemble. C'est l'une des caractéristiques de la phase de l'amour mature et la plupart des couples n'y parviennent pas. Il est facile de se tromper en pensant que vous êtes dans la phase de l'amour mature parce que cela semble si merveilleux, mais si vous n'avez pas la capacité de résoudre les conflits, vous n'êtes pas réellement dans la phase de l'amour mature. Vous êtes probablement encore dans la phase des luttes de pouvoir, tout en profitant simplement d'une période de paix jusqu'à ce que la prochaine vague vous renverse, pour ainsi dire. Je vous partage tout cela parce que je veux que vous voyez où réside l'objectif, qui est la phase de l'amour mature, et l'obstacle que vous devez surmonter est la phase de lutte de pouvoir. Et le fait que votre relation traverse une phase de lutte de pouvoir ne signifie pas que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne pour vous, ou que vous êtes incompatible, ou que votre relation n'est pas la bonne relation. Car je pense que beaucoup d'entre nous, en grandissant, en regardant des films hollywoodiens, avons involontairement adopté de fausses croyances sur les relations. L'une d'entre elles étant que si une relation est un travail difficile, alors c'est la mauvaise relation. Les relations devraient être faciles et ce n'est tout simplement pas le cas. Pour certaines personnes, les relations sont plus faciles si elles ont eu des parents vraiment sécurisants qui leur ont montré comment résoudre les conflits, comment traverser les moments difficiles ensemble, comment être une équipe. Alors peut-être qu'elles ont acquises certaines de ces compétences en grandissant, mais pour la plupart d'entre nous, d'où le taux de divorce d'environ 50%, nous n'avons pas appris ces compétences. Et nous ne les avons pas intégrées de nos parents. Nos parents nous aimaient, ils étaient juste humains. Cette phase de la lutte de pouvoir est l'endroit où nous reflétons vraiment les côtés sombres de chacun. C'est là que votre partenaire vous renvoie les aspects de vous-même que vous devez travailler, sur lesquels vous devez faire la lumière. Et quelle meilleure personne pour le faire que votre partenaire, sauf si vous êtes endormis tous les deux. Car si vous dormez, vous attirerez la personne la moins capable de répondre à vos besoins et la plus capable de vous distraire, de vous arracher les cheveux, comme ça a été le cas pour moi, et de vous rendre fou. Et la différence entre vous tourmenter mutuellement et vous soutenir mutuellement dans votre croissance dépend purement de votre conscience. Si vous êtes conscient de la façon de résoudre les conflits et travailler ensemble comme une équipe pour traverser la phase de lutte de pouvoir, il est probable que vous vous soutiendrez mutuellement dans votre croissance. Vous vous aiderez mutuellement à guérir vos anciennes blessures. Nous portons tous des bagages de notre enfance. Personne n'a échappé à l'enfance sans blessure. Mais si vous n'êtes pas conscient, vous finirez simplement par répéter les traumatismes du passé ou les situations difficiles du passé en tournant en rond, en vous blessant mutuellement, en vous retraumatisant et en rouvrant toutes les blessures inutilement. Et je vois beaucoup de couples faire cela. La différence entre les couples qui trouvent une solution et ceux qui n'en trouvent pas, c'est la conscience. C'est pourquoi je suis un grand partisan de l'apprentissage, de la manière de traverser la phase de lutte de pouvoir, de résoudre les conflits ensemble en tant qu'équipe. Car si vous ne le faites pas, vous vous battrez, vous vous disputerez. Et c'est pourquoi je consacre mon temps à enseigner aux couples comment faire cela. Lorsque nous ne nous connaissons pas, nous nous blessons mutuellement, involontairement. Donc imaginez maintenant, vous dansez sur la piste de danse avec votre partenaire, vous la tenez dans vos bras comme ceci, et à un moment, elle répond « Hi !» Et vous dites « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Tu m'as marché sur mon pied. » Et là, vous répondez « Mais je n'ai pas marché sur ton pied, nous dansions juste. »« Non, tu m'as blessé, je le sais. Hi ! Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec toi. » Et là, peut-être que vous continuez encore à danser jusqu'à ce qu'elle répète la même action. « Hi, tu l'as encore fait, tu as encore marché sur mon pied. Mais je n'ai pas marché sur ton pied, j'étais juste en train de danser avec toi. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. » Et là, ils quittent tous les deux la piste de danse. Rien de tout cela n'a de sens tant que vous ne comprenez pas, ou vous ne savez pas que la personne avec qui vous dansez a un orteil cassé. Donc quand vous dansez avec lui ou elle, quelles sont les chances que vous finissiez par bousculer son pied et vous tenir sur son orteil cassé? Incroyablement élevé, d'accord? Maintenant imaginez ceci, ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'il ne sait pas qu'il a des orteils cassés. Aucun de vous ne sait à propos des orteils cassés de l'autre. Donc là, vous apprenez à danser.
Que faites-vous quand vous apprenez à danser? Vous marchez souvent sur les pieds de l'autre. Vous vous blessez mutuellement et maintenant, vous vous dites « Aïe, 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 tu m'as blessé !» Non, tu m'as blessé en premier. Non, c'est toi qui m'as blessé en premier. Et bien sûr, ça explose jusqu'à ce qu'ils finissent par se séparer, quittent la piste de danse et disent « Tu sais quoi, laisse tomber, je ne veux plus danser avec toi. » C'est ainsi que la plupart des relations ressemblent à la phase de lutte de pouvoir. Maintenant, la métaphore que j'appelle l'orteil cassé, c'est une blessure non cicatrisée de notre passé. Et nous entrons tous dans nos relations avec ces orteils cassés, ces blessures non cicatrisées. Si vous ne vous connaissez pas assez bien, vous ne saurez pas où sont les orteils cassés de votre partenaire. Donc vous ne pourrez pas vous empêcher de marcher dessus, vous finirez par le faire, vous vous tiendrez sur ces orteils et vous vous blesserez tous les deux sans même le vouloir. Et une fois qu'ils comprennent les orteils cassés de leur partenaire, ils disent « Ah, c'est pour ça que tu réagis toujours de cette manière !» Et tout commence à avoir du sens. Et ils se disent « Ce n'est pas parce que tu es idiot, c'est pas parce que tu es un imbécile, c'est pas parce que tu es un bourreau du travail, c'est parce que ta maman a fait A, B, C quand tu avais 10 ans. J'aurais probablement aussi réagi de la même manière si ma maman avait fait A, B, C quand j'avais 10 ans. Je peux ressentir de la compassion et de l'empathie pour toi maintenant, donc je développe de la tolérance. Et quand cela se produit ensemble, dans un partenariat, le couple apprend à danser ensemble en harmonie et danse magnifiquement. C'est ma métaphore de la danse. Même si nous ne comprenons pas pleinement, mais nous savons que notre partenaire est blessé, simplement être capable d'étreindre notre partenaire et de dire « Je suis désolé de t'avoir blessé ». Je pense que c'est tellement incroyablement puissant et guérisseur, car même si nous ne comprenons pas pleinement pourquoi notre partenaire a un mal-être, si nous montrons que nous tenons suffisamment à lui ou elle pour lui dire « Je suis désolé de t'avoir blessé », waouh, cela pourrait vraiment désamorcer beaucoup de turbulences et pourrait être un tel point de départ pour la guérison et la réconciliation. Dans la phase de lutte de pouvoir, il y a une dynamique très courante qui apparaît où un partenaire s'énerve beaucoup et l'autre partenaire se referme. Complètement. Dans un conflit, ce qui se passe généralement, c'est que le partenaire qui s'énerve davantage perçoit que son partenaire l'abandonne d'une manière ou d'une autre. Et donc, il s'énerve pour faire savoir à son partenaire que quelque chose ne va pas, qu'il ne va pas bien. Mais il ne dit pas directement quelque chose ne va pas bien. Je ne vais pas bien. Il finit généralement par pointer du doigt cette personne en disant « Tu ne m'écoutes jamais, j'ai l'impression que tu n'es jamais là pour moi et j'attends que tu te montres pour avoir ces conversations. On ne résout jamais rien, si tu m'écoutais juste, les choses seraient tellement meilleures quoi. » Et bien sûr, plus il se pointe du doigt, plus cette personne se referme pour éviter que la dispute ne s'envenime ou pour se protéger de ressentir davantage de douleur. Et plus il se referme, plus le partenaire énervé se sent abandonné, et plus il s'énerve, plus il se referme, et ainsi de suite, jusqu'à ce que des portes soient claquées, qu'ils dorment dans des lits séparés, qu'ils ne se parlent plus pendant des jours. Je considère que cette dynamique est probablement la plus courante dans les relations. Elle est appelée dynamique de la demande-retrait. J'appelle la personne qui s'énerve beaucoup la tempête de grêle, qui s'abat sur son partenaire. Et la personne qui se referme, je l'appelle la tortue. Car elle se cache au départ et disparaît jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour sortir la tête de sa carapace. Les tempêtes de grêle et les tortues ont tendance à être attirés l'un par l'autre comme des pôles opposés d'un aimant. Ce sont deux des styles d'attachement les plus courants. Donc si vous pouvez vous identifier à cela, je veux que vous sachiez que c'est normal. Et aussi toxique que ce schéma de relation puisse être, il y a un moyen de le résoudre. Et ce n'est pas une raison pour mettre fin à votre relation. C'est très courant dans la phase de lutte de pouvoir. Mon travail consiste à aider les couples à en sortir. Ce qui est difficile avec ce schéma, c'est que ni l'un ni l'autre ne peut voir ce qui se passe. On a l'impression que cela nous submerge et au lieu de le maîtriser, on suppose facilement que c'est de sa faute, que c'est son problème. Plus nous accusons notre partenaire, plus il se replie et se défend en ripostant. Plus on s'énerve, plus il se replie, le schéma s'aggrave jusqu'à ce que la personne qui a accusé son partenaire se replie également et se retire. C'est alors que les deux personnes quittent la relation, même si elles peuvent vivre ensemble. Elles mènent donc des vies séparées. La relation gèle et devient comme une coquille. On dirait qu'un froid hivernal s'est abattu sur la relation. Tous les deux font semblant de ne pas avoir besoin l'un de l'autre et font semblant de ne pas se soucier de l'autre, alors que c'est tout le contraire. Ils ont tous deux besoin de l'autre et s'aiment. Mais les deux sont tellement blessés et désorientés quant à la façon de rompre ce schéma qu'ils sont trop
terrifié pour amorcer quoi que ce soit, pour présenter des excuses, pour dire « je suis désolé ». C'est si courant et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez dégeler ce schéma, faire fondre cet hiver froid qui s'est installé sur la relation et la reconnecter. J'utilise cette expression se connecter d'abord, communiquer ensuite. Alors je crois sincèrement que la plupart des thérapeutes de couple se trompent. Ils essaient d'apprendre d'abord au couple des outils de communication, pensant qu'ils ont besoin d'outils pour parler de leurs problèmes de relation et trouver des solutions ensemble. C'est également ce que font la plupart des conseillers conjugaux. Certains coachs de couple le font aussi. C'est simplement l'erreur la plus courante que font les personnes qui aident les couples. Ils essaient d'enseigner des outils de communication, mais ma vision est différente. Quand vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de votre partenaire, avez-vous besoin d'outils de communication pour pouvoir communiquer ? Non, vous parliez simplement, n'est-ce pas ? Vous parliez français tous les deux. Alors pourquoi pensez-vous avoir besoin d'outils de communication ? C'est un peu comme si on nous avait appris que nous avions besoin d'outils de communication. Mais qu'est-ce que vous faisiez différemment lorsque vous tombiez amoureux comparé à ce que vous faites maintenant dans cette phase actuelle de votre relation ? Comme si vous étiez sous l'influence de drogues complètement euphoriques, sous l'effet de l'ocytocine, de l'endorphine et de la sérotonine et de la dopamine. C'est à ce moment-là que les gens agissent différemment et se comportent différemment et cela vous rapproche. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est vous donner des drogues. Non, je plaisante. Apprendre au couple comment se connecter émotionnellement pour que leur cerveau recommence à produire les mêmes substances chimiques, l'ocytocine, les hormones de liaison, la sérotonine, la dopamine, qui procurent cette sensation de bien-être. Une fois que les couples commencent à se sentir à nouveau étroitement connectés, ils peuvent commencer à parler de leurs problèmes d'une manière plus bienveillante, d'une manière où ils se sentent tous les deux en sécurité, où ils n'ont pas automatiquement recours à leur défense automatique ou à l'attaque. Et quand ils peuvent faire cela et rester régulés ensemble, les conversations dont ils ont besoin se déroulent naturellement. Je ne dis pas que les outils de communication ne sont pas nécessaires ou utiles. Bien sûr qu'ils le sont. Je les enseigne tout le temps. C'est juste que ce n'est pas la première chose que j'enseigne. Car les couples qui apprennent des outils de communication alors qu'ils ne sont pas connectés, les utilisent comme des armes pour attaquer l'autre. Donc la plupart du temps, vous savez, dans notre culture, vous avez entendu parler de l'outil de communication qui commence par « quand tu fais X », je ressens Y. Quand tu fais pas la vaisselle, je me sens manquer de respect. L'idée est de parler de soi-même sans blâmer son partenaire. Mais quand un couple est déconnecté, on entend souvent des choses du genre « Quand tu ne m'embrasses pas en arrivant du travail, je te trouve idiot, stupide et irresponsable. » Et cet outil de communication devient alors une arme qui donne à la personne le pouvoir d'attaquer son partenaire et bien sûr, toute la relation explose. Vous savez, je n'aborde même pas les outils de communication pendant la première semaine ou les 2 premières semaines de travail avec un couple parce que s'ils ne sont pas connectés, cela peut devenir très toxique. Donc la première étape est d'apprendre à se reconnecter émotionnellement, à créer à nouveau un lien étroit. Et une fois que cela se produit, les outils de communication peuvent ensuite être utilisés de manière plus constructive. C'est ainsi que nous parvenons à briser ce schéma de tempête de grêle et de tortue. Lorsque vous êtes en couple, vous devez d'abord vous concentrer sur la connexion avant d'aborder toute conversation sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui est important pour vous, sur un sujet sensible qui pourrait éventuellement éclater. Assurez-vous d'abord de vous connecter avec votre partenaire. Si nous sommes principalement une tempête de grêle et que nous finissons par être en relation avec une autre tempête de grêle qui est encore plus intense que nous, alors nous finirons par adopter le rôle de la tortue. Alors parfois on demande comment demander ce que l'on veut ou exprimer ses besoins sans que cela soit perçu comme de la critique par un homme. Alors c'est un défi courant dans les relations, soyez spécifique. Si vous demandez quelque chose, que cela semble être une critique et que votre partenaire se met sur la défensive, c'est parce qu'il perçoit une menace au niveau de son inconscient. Son amygdale, qui fait partie de son cerveau reptilien, situé dans le tronc cérébral, est responsable de réactions de combat ou de fuite. Ainsi, lorsqu'il ressent une menace, il réagira en se défendant ou en se retirant. Et la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte que nos demandes peuvent être perçues de cette manière. Lorsque vous formulez une demande, si vous vous concentrez sur le comportement de l'autre personne et sur ce que vous voulez qu'elle fasse, cela peut être perçu comme un contrôle ou une attaque. Par exemple, dire « je veux que tu arrêtes de laisser tes vêtements par terre ». Ça peut sembler être une demande raisonnable. Mais pour la personne qui reçoit cette demande de la part de quelqu'un qu'elle aime, cela peut être ressenti comme du contrôle ou une attaque. Comme si elle était traitée comme un enfant désobéissant. La clé est de se concentrer sur vos propres besoins plutôt que sur le comportement de l'autre personne. Au lieu de dire « je veux que tu ramasses tes affaires », exprimez votre besoin. Par exemple, « j'ai besoin d'un espace propre et ordonné dans notre maison ». Cela permet de communiquer vos besoins de manière plus authentique et moins menaçante. En exprimant vos besoins d'une manière plus douce et en évitant de blâmer l'autre personne, vous pouvez éviter que vos demandes soient perçues comme des critiques. Rappelez-vous que la communication bienveillante et ouverte est essentielle dans une relation
Et cela commence par exprimer vos besoins de manière claire, mais non accusatrice. Vous vous concentrez sur votre partenaire et sur ce que vous voulez qu'il ou elle fasse, pas sur ce dont vous avez besoin. Donc, vous dites « j'ai besoin que tu ramasses tes affaires », mais ce n'est pas un besoin, d'accord? Le besoin, c'est d'avoir une maison organisée. C'est ça, votre besoin. Donc, si vous dites « chérie, j'ai besoin de me sentir détendu chez nous », et le moyen le plus simple pour moi de me sentir détendu, c'est quand tout est à sa place et organisé. Ça signifierait beaucoup pour moi si tu pouvais faire de ton mieux pour te souvenir de ramasser tes affaires par terre, tes vêtements, quand tu les vois. En fait, ça me rendrait vraiment heureuse. Ça m'aiderait à me sentir beaucoup plus en sécurité et détendu chez nous. Vous voyez à quel point ça sonne plus doux? Parce que vous vous montrez vulnérable et vous parlez de vous-même. Vous ne dites pas « j'ai besoin que tu ramasses tes affaires par terre ». C'est comme ça que vous exprimez vos besoins, vous parlez de vous. Et ce sont là quelques-unes des structures de communication simples que j'enseigne. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de mémoriser 25 phrases différentes pour les répéter à votre partenaire. Vous devez simplement comprendre quelques distinctions très basiques. Par exemple, lorsque vous exprimez un besoin, parlez d'un besoin interne. Ne parlez pas d'un besoin externe ou d'une action que vous voulez que votre partenaire prenne. Vous pouvez l'inviter à prendre cette action. Dans cet exemple, j'ai dit, ça signifierait beaucoup pour moi si la prochaine fois que tu te promènes dans la maison, tu pouvais te rappeler de ramasser tes vêtements par terre pour que je me sente en sécurité. Ce que j'ai fait ici, c'est exprimer la joie que mon partenaire me procurera en ramassant ses vêtements. Et la plupart des gens veulent rendre leur partenaire heureux en fait. Donc j'exprime également pourquoi c'est important pour moi. C'est important pour moi car cela m'aidera à me sentir en sécurité. Beaucoup de choses dans ces domaines sont liées à des nuances. C'est comme si certains de ces petits ajustements, qui semblent être de petits ajustements, peuvent faire toute la différence. Voici donc un exemple qu'un couple a vécu dans le passé. Un homme avait perdu son emploi et en cherchait un autre. Du point de vue de sa partenaire, il ne cherchait pas assez fort ou pas de la bonne manière. Elle décide donc de l'aider en lui envoyant des offres d'emploi par email et en faisant tout son possible pour l'aider. Cependant, il se fâche contre elle et il perçoit qu'elle est en train d'être contrôlante ou intrusive. En envoyant à son partenaire des offres d'emploi, c'est de la codépendance. C'est une forme de sauvetage, une tentative de contrôler son partenaire. Non pas pour le bien de celui-ci, mais pour se sentir mieux elle-même. Elle veut que son partenaire trouve un emploi pour se sentir moins anxieuse. Cependant, le problème est que dès que vous commencez à faire des choses pour les gens que tout adulte sensé devrait être capable de faire, vous les traitez comme un enfant. Vous agissez comme s'ils étaient incapables ou déficients d'une certaine manière en fait. Et personne n'aime être traité comme s'il n'était pas à la hauteur ou comme s'il était incapable. Vous lui dites essentiellement « D'accord, si tu ne peux pas le faire toi-même, je vais devoir le faire pour toi ». Et cela n'est pas utile ni aidant. Ma recommandation est donc plutôt d'utiliser ce critère. Tout adulte sensé devrait-il être capable de faire la chose que je m'apprête à faire pour mon partenaire par lui-même? Et si la réponse est oui, alors il vaut mieux ne pas le faire à sa place. Les adultes normaux sont censés pouvoir trouver leur propre emploi, alors ne le faites pas pour votre partenaire. Contentez-vous de l'encourager depuis les coulisses. Votre rôle est d'être un soutien positif, sauf si il vous demande explicitement de l'aide et du soutien. Dans ce cas, soyez là de manière positive et ne lui enlevez pas son pouvoir en faisant les choses à sa place. Ce qui le transformerait en victime au lieu de l'aider à se sentir autonome et compétent ou compétente. L'une de mes devises préférées, c'est celle-ci. Dans la vie, tout ce qui n'est pas de l'amour n'est qu'un malentendu. Ce que cela signifie, c'est que tout ce qui apparaît dans votre relation comme étant dépourvu d'amour n'est en réalité qu'un malentendu. Donc si vous et votre partenaire vous retrouvez en conflit ou si quelqu'un que vous aimez fait quelque chose qui vous semble blessant, pourquoi ne pas essayer de partir du principe qu'il y a un malentendu? Allez vers lui ou elle et essayez de comprendre ce qui se passe de son côté. Écoutez-le ou la. Si vous pouvez découvrir ce qui se passe pour votre partenaire et que vous l'écoutez, je pense que vous découvrirez qu'il y a une explication à son comportement qui a du sens dans le contexte de sa vision du monde. En faisant cela, vous allez vous réunir, réparer et résoudre tout ce qui vous a séparé. Si vous pouvez transmettre cela au reste du monde, alors le monde entier sera meilleur. Si nous pouvions faire cela les uns les autres en tant que pays, nous pourrions éviter la 3e guerre mondiale. J'ai un cours d'aide aux relations en ligne gratuit où je partage beaucoup de mes meilleures connaissances sur les relations gratuitement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les relations, que vous soyez actuellement célibataire ou que vous soyez dans une relation qui bat de l'aile, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous dans la description de la vidéo. Vous entrez votre adresse mail, je vous enverrai 7 jours de vidéos gratuites. Vous apprendrez gratuitement donc de nouvelles distinctions comme celle-là. À la prochaine.